Alors Manu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, écoute, Manuel Cousin, je suis skipper de l'IMOCA coup de pouce et je vais prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe. Et alors raconte-nous ta découverte de la voile. Alors la découverte de la voile, pour moi, ça a été lors de mes premières vacances en famille. J'ai de la famille, je suis normand d'origine, mais j'ai de la famille en Bretagne, du côté de Saint-Malo, à Saint-Briac exactement. J'ai mon oncle qui était moniteur de voile. Et avec les cousins-cousines, après son boulot, après la journée, il nous emmenait dans ces petits optimistes. Et j'ai trouvé ça magique dès les premières fois, en fait, d'avancer avec le vent sur ces petits bateaux-là. Et je pense que ça a laissé en moi quelque chose de vraiment marquant. Et depuis, j'ai toujours fait de la voile, en fait. Alors tu as toujours fait de la voile, mais en loisir, parce que tu as eu une vie d'abord professionnelle, de cadre de l'industrie automobile d'abord, avant de te dire dans une deuxième partie de vie, je vais devenir coureur. Oui, c'est ça. Alors, la voile, ça a été un peu le fil rouge de ma vie. Je suis un amoureux du sport avant tout. J'adore le sport. Mais j'ai fait plein de sports à plus ou moins haut niveau. J'ai fait du foot, j'ai fait du vélo, du taekwondo. Mais jamais en le faisant de manière professionnelle, même si j'aurais beaucoup aimé. Effectivement, j'ai eu une carrière de cadre commercial. Mais tout en gardant toujours, alors je faisais d'autres sports, mais tout en gardant au fil rouge la course, la régate, même si ce n'était pas de manière professionnelle évidemment. Mais j'ai toujours fait de la régate, alors voile légère, après sur des courses croisières. Et puis après, je suis passé aux classes 40 parce qu'après ma première transat en course croisière, je me suis dit c'est vraiment ça ta vie, c'est vraiment ça que tu aimes et c'est vraiment ça qui me tenait vraiment à cœur de faire et d'essayer de le faire professionnellement. Et donc, j'ai acheté mon premier classe 40 et après est venu le temps de l'IMOCA. Et là, ça a été une autre période de ma vie. Mais alors quand même, le switch, le changement de vie, c'est quand même un saut dans l'inconnu, de se dire je quitte une vie professionnelle classique pour vivre ma vie, ma passion de coureur au large à 50 ans, en ayant une famille à charge. C'est pas simple, j'imagine. Non, non, c'est pas simple, hein. On est normand d'origine. J'habitais en Normandie. J'avais effectivement une carrière de cadre commercial où finalement c'était assez. Ouais, la vie était presque toute tracée, quoi. Mais il y avait quelque chose intérieurement qui me titillait. Et quand mon partenaire de l'époque m'a parlé de Vendée Globe, je lui dis ok, mais Vendée Globe, ça veut dire là, il faut passer pro, il faut une équipe derrière, il faut acheter un bateau et en Normandie, faire ça en Normandie, c'est compliqué. Donc je dis bah écoute, on y va, on saute le pas. Donc j'ai donné ma dème d'où je travaillais, Sandrine, ma femme, a donné sa dème aussi. On a vendu notre maison en Normandie, on a tout quitté. On est venu s'installer au Sable d'Olonne en 2017. On a retrouvé une maison. Et puis on est parti dans une toute nouvelle vie, effectivement. Donc on a tout repris à zéro à 50 ans. Et je regrette rien du tout. Seule chose, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait un peu plus tôt, mais finalement, c'est que c'était le moment et c'est que c'était pas avant, quoi. Il fallait le faire maintenant, à cette époque-là. Et alors, tu avais beaucoup navigué, tu nous l'as dit, mais il y a l'apprentissage de l'IMOCA. Oui, alors ça, même si j'ai fait 4 à 5 ans de classe 40, ça a été quand même, ça a été vraiment formateur et je le conseille à tout le monde. C'est vrai qu'avant l'IMOCA, c'est ces classes 40 qui sont finalement les F3000, des F1, quoi. C'est vraiment, je pense que j'ai beaucoup appris en classe 40, mais il y a quand même un gros gap avant de passer en IMOCA. Et j'ai eu la chance en fait de racheter l'IMOCA d'Arnaud Boissière à l'époque, en 2017, et de faire avec lui la transition, c'est-à-dire on a fait une Transat Jacques Vabre ensemble, à deux. Ça a été pour moi un apprentissage rapide sur une transat. Et puis j'ai ramené l'IMOCA, à l'époque ça arrivait au Brésil, la Transat Jacques Vabre. Et arrivé là-bas, il m'a donné les clés du camion, si je puis dire. Et il m'a dit, à toi de jouer Manu. Maintenant, alors tu sais faire, c'est un bien grand mot, hein, mais en tout cas, voilà, j'avais au moins les bases. Et puis je suis revenu avec mon équipe et l'IMOCA. Et voilà, on a commencé à s'occuper de notre beau bateau.
Et alors, avant de courir ce Vendée Globe, en 2020, qu'est-ce que le Vendée Globe évoquait pour toi dans l'amateur de voile, dans l'amateur de course au large? Est-ce que tu avais suivi dès les premières éditions? Est-ce qu'il y a des éditions qui t'ont marqué plus que d'autres? Des marins, des skippers? Ouais, alors pour moi, pour être clair, c'est quelque chose qui était complètement inaccessible. C'était quelque chose que je regardais avec des yeux pleins d'étoiles, c'est des gens qui me passionnaient, qui me passionnent encore, hein. Et je trouvais ça quand même incroyable. Et jamais, si je reviens quelques années en arrière, une dizaine, une quinzaine d'années en arrière, jamais j'aurais pensé pouvoir accéder à ça, être parmi ces coureurs. Mais en fait, eh bien, je pense qu'à force de passion, parce que je pense que je suis un véritable passionné, passion, travail, abnégation, enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses là-dedans qui font que, qui m'ont amené peut-être à me dépasser avant de courir, à me dépasser pour dire, bah, tu vas y arriver, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, c'est un véritable, je vis encore aujourd'hui un rêve que de prendre le départ de mon deuxième Vendée Globe, c'est clair. Et alors, quelle image tu avais du Vendée Globe? À l'image alors j'ai un peu de mal à le dire parce qu'aujourd'hui je le fais, j'en fais partie, mais pour moi c'est des héros qui partaient comme ça sur des bateaux fabuleux, tout seuls, affronter. Alors on a toujours l'image des mers du Sud et pour y être allé une fois pour le coup, je peux en témoigner. C'est pas usurpé, hein, c'est vraiment l'un des coins les plus compliqués forcément. Mais j'avais cette image de ces gars un peu peut-être un peu cinglés quoi, partir affronter ces mers du Sud pendant 3 mois dans l'inconfort, dans l'humidité, dans le froid, enfin tout ce que ça implique et ce dépassement de soi, ce défi humain. Là encore, j'ai du mal à en parler parce que, comme je le fais moi-même, je ne veux pas non plus. Mais c'est réellement ce que je pensais de ces gars-là. Et puis finalement, bah, quand on y est, on se rend compte que finalement, ouais, voilà, encore à force de passion et de travail, voilà, c'est faisable, quoi. Mais est-ce qu'il y avait des histoires qui t'ont marqué dans les éditions passées? On fête là, cette année la 10e édition. Est-ce que, je ne sais pas, tu retiens une histoire, une course, un fait de course? Ouais, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a Yann Eliès qui est avec qui est vraiment enfin, qui en a bavé avec ses blessures. Il y a Yves Parlier qui pour moi c'est vraiment voilà l'aventurier incroyable, le jusqu'au boutiste, aller démater, se mettre à l'abri dans les mers du Sud, en faire amas avec des, enfin, c'est avec des moyens dérisoires, remater, remonter le mât, repartir. Enfin, pour moi, il y en a plein, hein, des histoires, mais celle-ci, elle est quand même hors du commun. Et c'est marrant parce que je l'ai recroisé encore il n'y a pas très longtemps, Yves. Et pour moi, ça reste vraiment un extraterrestre. C'est incroyable ce qu'il a pu faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué d'histoire, mais celle-ci, je pense qu'elle est vraiment très, très, très forte. Ouais. Et alors, tu l'as fait, ce Vendée Globe maintenant. Qu'est-ce que tu y as trouvé? Eh ben, j'y ai trouvé tout ce que je pensais y trouver, c'est-à-dire la dureté, l'émotion incroyable, parce que j'ai eu la chance de le terminer, de passer la ligne d'arrivée. Donc cette émotion, alors je l'ai fait en 2020, donc j'ai pas eu l'émotion du départ. On rêve tous ce départ avec des centaines de milliers de gens sur les quais, cette foule. Ça, c'est quelque chose que, évidemment, si on parle Vendée Globe et départ, c'est quelque chose qu'on rêve. Et malheureusement, en 2020, il nous a manqué ça. Donc, j'espère qu'on se rattrapera là. Il n'y a pas de raison, on va se rattraper. Je pense que les gens en ont tellement envie, tout le monde en a tellement envie. Donc c'est déjà ça. Et ensuite, bah, c'est tout ce qu'on peut attendre de 3 mois de mer. C'est-à-dire que ces moments magnifiques de beauté de la nature, cette dureté de cette bagarre tous les jours tous les jours on se bat pour aller plus loin, pour finir, parce que
Je crois que c'est Michel Desjoyaux qui disait le Vendée Globe, c'est une emmerde par jour, mais c'est pas loin d'être vrai. C'est vraiment se battre au jour le jour pour arriver à avancer et aller au bout et de faire le mieux possible. Donc j'allais chercher tout ça, ce défi humain. Je l'ai déjà trouvé et aujourd'hui, si j'y retourne, c'est pour aller rechercher ça, mais pour faire mieux, évidemment. Sinon, j'avais pas envie de refaire un Vendée Globe pour refaire un Vendée Globe. J'avais envie d'aller rechercher les mêmes choses, mais en mieux, c'est-à-dire faire mieux que ce que j'avais fait, avec si possible moins d'ennuis techniques, et d'aller me confronter à mes petits camarades de jeu, c'est-à-dire qu'il y aura, je pense, une bagarre, une course dans la course. C'est-à-dire que les bateaux à dérive, on sera 15 ou 17 bateaux à dérive sur les 40 partants. Donc il reste encore une belle bagarre entre nous tous. Et d'essayer de faire le mieux possible dans ces bateaux à dérive, essayer d'approcher le podium, pourquoi pas, 4, 5 premiers ou même pourquoi pas le podium. Alors raconte-nous un peu ça, parce qu'on ne mesure pas toujours ça, cet aspect bricolage finalement. C'est un domaine dans lequel tu t'épanouis, tu aimes ça, je crois, le bricolage. Et effectivement, on te souhaite d'avoir moins de galères que la dernière fois. Mais cet aspect-là fait partie de l'attrait pour toi d'une telle aventure. Oui, je pense. Alors j'ai la chance d'avoir un cursus technique au départ. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour finir mon premier Vendée Globe. Je pense que très honnêtement, au vu des soucis que j'ai eus, si j'avais pas eu ce bagage technique de ma vie professionnelle d'avant, j'aurais eu en tout cas beaucoup plus de difficultés à le finir. Et c'est vrai que j'aime participer comment dirais-je, à la préparation du bateau. C'est quelque chose que j'aime, le travail en atelier, imaginer ce qu'on va améliorer, imaginer ce qu'on va pouvoir faire de mieux sur le bateau, techniquement, ça c'est quelque chose que j'aime. Et une fois parti, il faut être débrouille. Il faut être un peu MacGyver entre guillemets, parce qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas de bateau à bord, on n'a pas tous les outils nécessaires, mais il faut faire avec ce qu'on a pu imaginer, qui puisse tomber en panne ou qui puisse casser, se débrouiller pour faire avancer au mieux le bateau. Donc évidemment, on prépare le bateau au mieux pour avoir le moins d'ennuis possible, mais on sait que sur 3 mois, les bateaux souffrent, l'homme aussi, mais le bateau souffre et on sait que fatalement, il va y avoir des choses qui vont tomber en panne, qui vont casser, alors le moins possible évidemment, mais je pense que fatalement, un jour ou l'autre, il va y avoir des choses. Et c'est quelque chose qui me... Alors, je ne vais pas me dire qui me déplaît pas, parce que moi, j'ai d'ennuis, mieux c'est quand même. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pense pouvoir, en tout cas, jusqu'au domaine du possible, que je pense pouvoir maîtriser. Et c'est ce qui me plaît, en fait, dans ce défi, c'est se débrouiller avec ce qu'on a pour aller jusqu'au bout. C'est le défi qui me plaît. Et alors, raconte-nous... ces 3 dernières années de préparation, tu as fait évoluer ce bateau encore pour l'améliorer, tu disais, pour faire mieux que 23e. Sportivement, quelles sont tes fiertés sur ce parcours depuis le dernier Vendée Globe où c'était vraiment la découverte et là, maintenant, l'arrivée vers ce 2e Tour du Monde? C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le bateau. Le bateau avec lequel je suis parti en 2020, qui est le même qu'aujourd'hui, mais finalement, il n'y a plus que la carène qui reste parce qu'on a fait énormément de travaux dessus. On lui a fait perdre 1 tonne, donc c'est énorme. Hein. C'est presque un 10e de son poids. Donc c'est assez énorme. On a fait évoluer le bateau dans le sens où on a changé le gréement, on a changé tous les safrans, les dérives, on a joué sur beaucoup de choses, sur les ballasts à l'intérieur. Donc en fait, on a un bateau qui est complètement différent. Et ça nous a occupé énormément pendant ces 3 ans. Donc l'avantage, c'est que j'ai le même bateau, que je connais bien, parce que j'ai participé, comme je disais tout à l'heure, j'ai participé à toute la partie technique. On a fait ça chez Meragité, donc dans les chantiers de Michel Desjoyaux. Et vraiment, j'étais partie prenante de tout ce qui a été fait techniquement. Pourquoi ? Parce que j'aime ça, mais parce que aussi je veux être au courant et connaître mon bateau le mieux possible
pour me sentir à l'aise. Je me sens à l'aise sur mon bateau parce que je le connais bien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, je ne me verrais pas partir sur un bateau que je ne connais pas en fait. En tout cas, je partirais beaucoup moins serein, beaucoup moins sereinement que là où j'ai l'impression, je me sens bien parce que j'ai l'impression de maîtriser mon bateau techniquement en tout cas. Et le marin, justement, comment il a évolué depuis ce premier tour du monde? Alors le marin, il évolue en s'entraînant physiquement forcément. Mentalement, on est différent sur le deuxième Vendée Globe parce que, alors, on sait très bien qu'il ne sera pas le même que le premier. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas partir justement, de ne pas partir trop serein parce que je pense que ça reste un Vendée Globe et il va être forcément différent. En revanche, on part un petit peu moins dans l'inconnu pour tout ce qui est... moi, je ne savais pas du tout, lors de mon premier Vendée Globe, comment j'allais réagir. Passer 100 jours tout seul, je n'avais jamais fait. Forcément, je pense qu'il y a peu d'êtres humains qui peuvent dire avoir passé 100 jours tout seul. Je ne l'avais jamais fait, je ne savais pas du tout comment humainement et comment mentalement j'allais réagir. Aujourd'hui, je le sais un peu mieux parce que ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait. Est-ce que je vais réagir comment dirais-je, différemment peut-être, parce que j'ai 4 ans de plus, parce que je suis sûrement un homme différent peut-être, mais en tout cas, j'y vais avec un petit peu plus de connaissance de moi-même. Et puis, ça permet aussi de se préparer un petit peu différemment, parce qu'on connaît un petit peu plus ses faiblesses, ses forces et faiblesses. Et je pense que voilà, on évolue. En bien, en mal, je ne sais pas. Je saurais peut-être le dire plus à l'arrivée, j'espère, de ce deuxième Vendée Globe. Mais on a quelques petites choses en plus quand même. Alors après, on peut prendre les choses... J'aime bien cette petite anecdote en disant, voilà, c'est un peu comme le saut en parachute. La première fois, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais la deuxième fois, on a peur parce qu'on sait ce qui nous attend. Et c'est un peu ça, en fait, parce qu'on est rassuré par certains endroits, par certains, comment dirais-je, certaines choses qu'on connaît un petit peu mieux, on se connaît mieux soi-même. Mais d'un autre côté, quand on sait ce qui nous attend, on peut être un petit peu inquiet, quoi. Donc voilà, je pense que tout ça s'équilibre un petit peu. Et alors, comment tu t'es préparé pour améliorer ces faiblesses et quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Je pense que mentalement, je me suis peut-être préparé un petit peu plus. En tout cas, ce que j'ai refait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été un amoureux du sport et une chose dont je suis certain, c'est que partir prêt physiquement m'aide forcément mentalement. C'est-à-dire que si je souffre moins physiquement, ce sera moins dur mentalement. Et ça, j'avais pu le remarquer lors de mon précédent Vendée Globe. J'étais parti vraiment préparé. C'est ce que vraiment j'ai essayé de faire sur mon deuxième Vendée Globe, c'est-à-dire être prêt déjà physiquement. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise, entre guillemets. Ça fait longtemps que j'ai toujours fait du sport pendant toute ma vie, donc je connais assez bien mon corps, je me connais assez bien physiquement. Donc j'ai voulu repartir plus près, encore plus physiquement. Et mentalement, j'ai essayé de travailler un petit peu plus avec des gens qui m'ont aidé à visualiser des choses plus positives, une préparation mentale un petit peu plus poussée pour essayer d'être meilleur au niveau de la performance purement sportive. Sur la solitude et l'abord de cet aspect, tu parlais tout à l'heure de ces 3 mois en mer seul. Comment là, tu t'es préparé à revivre ça? Est-ce que tu as des petits trucs où tu t'es dit, la première fois, j'avais pas assez de loisirs ou au contraire, j'en avais trop, ça sert à rien? Voilà, comment tu abordes cet aspect-là? Écoute, j'avais l'impression de l'avoir pas trop mal préparé. Sans le connaître, je pense que j'étais pas trop mal. Donc, j'ai essayé de reproduire certaines choses. J'emmène pas mal de podcasts. Pour la petite histoire, j'étais commercial avant, j'étais pas mal sur la route et j'écoutais des choses comme Les Grosses Têtes. Alors, ça peut faire sourire, mais je crois qu'Armel Leclerc, on avait parlé, il me semble, et ça m'a fait sourire. Et du coup, c'est des choses qui me permettent de garder un certain, comment dirais-je, une certaine légèreté dans des moments un peu compliqués.
d'écouter des choses même. Alors ça me fait pas toujours loin de là rire aux éclats, hein, mais au moins d'avoir une certaine légèreté, garder un certain sourire et de m'échapper un peu, de m'évader un petit peu du bateau. J'écoute de la musique, mais la musique, des moments, ça ne permet pas forcément de t'évader. Alors que écouter des choses, des petites blagues ou des histoires, ou essayer de répondre à des questions, ça permet des fois et je me sers beaucoup de ça. Et je pense que ça me rapproche aussi. Ça me reconnecte à la terre, à quelque chose que j'ai connu. Et du coup, peut-être finalement, ça me rassure. Donc, j'essaye de travailler là-dessus. Après, pour le reste, j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que j'avais fait parce que je trouve que je m'étais plutôt senti pas trop mal sur mon bateau. Donc voilà, j'ai essayé de reproduire les choses qui ont marché, pardon. Et sur la vie à bord, tu as parlé aussi de la dureté de cette vie à bord sur des bateaux qui sont assez inconfortables, humides, il fait froid, très froid. Comment tu as tiré les leçons de ce premier tour du monde à la bord de ce deuxième? Alors, je pense que je vais avoir un bateau qui va être encore un petit peu plus difficile. Alors, peut-être rien à voir avec les foilers, mais peut-être un peu plus difficile que celui, même si c'est le même que celui que j'avais avant, dans sa première version, on va dire, qui était un bateau plus lourd, un peu moins rapide, qui tapait un peu moins. On a enlevé certaines parties à l'intérieur au niveau des ballasts qui me protégeaient du froid, par exemple. Donc du coup, je vais vraiment être plus proche je vais avoir, je pense, plus froid parce que je vais être plus proche de l'eau. Dans les mers du Sud, elle n'est pas bien chaude, donc on sent bien le froid. Donc je pense que là-dessus, voilà, j'ai essayé de me couper un petit peu plus du froid en mettant un matelas un peu plus épais, en plus des fat boys que j'utilise pour dormir. Des choses comme ça, j'ai essayé de travailler là-dessus. Au niveau des vêtements aussi, d'avoir des choses qui soient un peu plus confortables, plus chaudes. Mais voilà, ça joue sur des détails. Mais il y a des moments, le diable se cache dans les détails. Donc voilà, on fait vraiment. Là, j'y suis encore. Hein, ça va être normalement terminé. C'est prévu pour être terminé demain. Mais la préparation, j'ai beaucoup de mal quand même pour la préparation des affaires. Qu'est-ce que je prends? Faut pas prendre trop, mais en même temps, j'ai toujours peur de manquer. Donc voilà, les chaussettes, les dessous, les sous-couches, les gants, les cagoules. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi, ça c'est important et je passe beaucoup, beaucoup de temps à préparer les affaires pour éviter de souffrir du froid. Qu'est-ce qui t'avait manqué il y a 4 ans? Peut-être j'avais souffert de l'humidité en fait. J'avais souffert pas mal de l'humidité. Donc j'essaye de prendre des affaires, des affaires qui me protègent un petit peu plus de l'humidité. Je trouve que vraiment l'inconfort que l'on vit, c'est surtout dû, en tout cas moi, surtout dû à l'humidité permanente quasiment dans nos bateaux. Donc j'essaye de prendre des choses qui protègent un petit peu plus de l'humidité. Tu as un chauffage à bord? Alors j'ai un petit chauffage à bord que j'utiliserai très peu parce qu'on n'a pas beaucoup de carburant, mais néanmoins que je trouve sécurisant alors, évidemment confortable si on a une manœuvre à faire, je le mets en route avant de sortir faire la manœuvre. Je pars toujours du mer du Sud parce que c'est là où on s'en sert, hein, le reste on s'en sert pas. On sort faire une manœuvre, il y a 3-4 degrés dehors, il neige, il grêle sur le pont, on rentre, on se réchauffe les mains, on réchauffe les chaussettes et ça c'est très agréable même si on le met en route que 10 minutes. Mais ça peut aussi servir des fois à sécher des choses. Sécher l'électronique qui peut prendre l'humidité justement. Il y a des moments, c'est tellement humide dans le bateau que ça coule, ça dégouline d'humidité. Donc là, ça peut être presque de la sécurité. Et je m'en étais servi aussi, j'ai un souvenir de m'en être servi lors d'une réparation de voile qui avait été déchirée et j'avais réussi à sécher la toile avec ce petit chauffage pour réparer ensuite et encoller ma voile que j'avais pu renvoyer et réparer. Donc pour moi, même si en fait on a très peu d'autonomie, hein, c'est quelques heures, mais il y a des moments, 10 minutes, un quart d'heure voilà, d'air chaud qui arrive, ça change la vie, quoi.
Parle-nous un peu du plaisir. Tu parlais de plaisir, justement, de la chaleur. Est-ce que tu peux nous raconter là où tu as envie de retrouver du plaisir? Est-ce que c'est des régions du monde? Est-ce que c'est une partie du parcours? Est-ce que c'est des moments de navigation, des moments de journée? Qu'est-ce que tu t'attends à revivre comme plaisir? Alors, le plaisir en mer, ça peut être vraiment sur des petits détails. Ça peut être un coucher de soleil avec, sous les alizés, avec le bateau qui glisse, bien réglé, le bateau glisse tout seul, un ciel magnifique. Si on a encore plus de chance, les dauphins qui sautent autour de nous. Ça peut être voilà, des moments de plaisir comme ça. Après, j'ai d'autres exemples. Un moment dans les mers du Sud, au petit matin, un froid, un bon petit café chaud. J'ai la chance, j'emmène une petite Nespresso manuelle. Donc un petit café, j'ai la chance d'avoir un partenaire qui me met dans le bateau pas mal de café pour cette petite Nespresso et du chocolat, du bon chocolat. Donc c'est des petites choses très très qui paraissent bénignes à terre, mais voilà, un bon café d'une Nespresso bien chaud avec un petit carré de chocolat au petit matin avec des lumières magnifiques et ouais, des couleurs et l'océan des mers du Sud. Ça peut être simplement ça, un plaisir. Et je pense que ce qu'on ressent dans les mers du Sud, c'est compliqué de l'expliquer, mais il y a de telles couleurs, l'immensité, l'océan, les albatros. Enfin, c'est des choses qui sont compliquées à expliquer. C'est plus du domaine du ressenti. Mais je crois que rien que pour ça, on a envie d'y retourner. Je me souviens du Cap Horn, malheureusement, que je n'ai pas vu. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je me suis dit, il faut que tu reviennes, tu n'as pas vu le Cap Horn. Tu ne peux pas faire une Vendée Globe sans voir le Cap Horn. Mais c'est vrai qu'en fait, on arrive au Cap Horn, on regarde derrière nous et on se dit, ça fait des semaines que j'ai hâte d'en sortir. Et en fait, t'en es à peine sorti et tu as déjà presque envie d'y retourner, quoi. C'est ça qui est assez incroyable, en fait. C'est que je pense qu'il y a, voilà, à partir du moment où on a vécu ces moments-là, ça reste gravé, c'est en nous et je pense qu'on a envie d'y retourner, en tout cas. C'est mon cas. Sur la gestion de la peur? Alors la peur, c'est clair, elle est là. J'en parle souvent. On a souvent cette question des gens qui montent à bord en disant, est-ce que tu as eu peur? Bien sûr que j'ai eu peur. Et je pense qu'il y a peu de skippers qui pourront dire qu'ils n'ont pas eu peur. La peur, elle est normale chez l'être humain. Elle est même salvatrice. Il faut qu'elle soit là pour pas aller faire des bêtises. Ça nous permet de ralentir quand il le faut, ou en tout cas quand on a la sensation d'aller trop vite et il faut ralentir pour rien casser ou pour pas prendre de risques. Alors je dis ralentir ou faire autre chose, prendre une autre option, voilà. Mais la peur, elle existe, elle est là. Il faut juste qu'on soit pas pétrifié avec cette peur, voilà, il faut qu'on puisse la gérer. Ça fait partie aussi de la préparation mentale, en disant voilà, là ça peut être dangereux, mais il faut que je prenne sur moi. Mais on sait qu'on va y retourner, qu'on sait qu'on va avoir peur. Et évidemment, l'expérience fait qu'on repousse toujours un petit peu plus loin le moment où on va avoir peur. Mais ça, on sait, voilà, il faut arriver à la dompter, entre guillemets. C'est pas toujours simple. Je me souviens avoir passé des heures et des heures, voire des jours avec la boule au ventre. Quand on sait qu'on va avoir une grosse dépression à passer et qu'on ne peut pas faire autrement, elle est en plein devant nous et il faut qu'on y aille. C'est des moments pas faciles, mais voilà, il faut faire avec. Ça fait partie de notre sport et en tout cas, on fait ce qu'on sait faire pour pas prendre de risques à notre niveau, quoi. Sur la vie sablaise, tu es devenu un personnage local assez emblématique du Vendée Globe et du Vendée Globe Sablais. Tu es là, pas en 4x3, mais en affichage un peu partout, là. C'est toi la personnalité qu'on a choisie pour montrer qu'il fallait venir en bus sur le village du Vendée. Est-ce que tu peux nous raconter cette vie sablaise autour du Vendée qui s'est construite comme ça, alors que toi, tu n'étais pas du coin au départ?
Non, 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 c'est alors, ouais, c'est assez drôle. Je suis venu au sable il y a très longtemps, étant après mes fameuses vacances en famille en Bretagne. On a changé d'endroit avec mes parents et dès l'âge de 10 12 ans, on est venu au sable et j'ai toujours adoré les sables et je suis revenu assez régulièrement. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai été très très bien accueilli au sable. Je pense que voilà, on a eu vraiment un accueil hyper agréable. Alors j'ai eu peut-être l'avantage de connaître, d'être avec Arnaud, donc tout ça, ça a fait peut-être voilà, un cœur de connaissances qui ensuite s'est agrandi. Peut-être est-ce dû aussi à, je sais pas, j'ai enfin, un naturel assez avenant avec les gens. Je pense pouvoir dire que j'aime les gens. Voilà, j'ai un sourire facile. Ça vient peut-être de là aussi. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à être au sable. Je trouve les gens en Vendée, au sable, très avenants, très souriants, très faciles à vivre. Et j'adore la vie sablaise. Alors, c'est peut-être pour ça. En tout cas, bah, merci de m'avoir fait confiance pour cette campagne pour les navettes gratuites des sables. En tout cas, c'était très drôle à faire. Et c'est vrai que ça me fait rire. C'est rigolo de me voir sur les affiches et de voir cette petite vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est super sympa en tout cas. Et alors, tu t'attends à vivre quoi là pendant ces 3 semaines de fêtes populaires de village? J'ai la chance d'avoir trouvé des partenaires qui sont à fond derrière moi, qui mettent les moyens, qui mettent les moyens dans tous les sens du terme, en tout cas, qui partagent beaucoup et qui vont beaucoup me soutenir. Et ça, c'est humainement, en tout cas, ça, c'est vraiment très fort. C'est des gens très chaleureux. Et j'ai trouvé par ses partenaires, que ce soit notre asso qu'on défend à travers de coups de pouce ou des partenaires qui sont là pour nous soutenir financièrement et humainement, presque, enfin, j'ai ouais, une vraie famille en fait. J'ai vraiment, je ressens le soutien qui est assez énorme. Donc pendant ces 3 semaines, bah, ça va être forcément, il va y avoir beaucoup de sollicitations, on va recevoir beaucoup de partenaires. Mais je me sens très soutenu et je m'attends à beaucoup de festivités, à beaucoup d'échanges. On le sait, c'est fatigant pour nous, c'est sûr, mais en même temps, ça fait partie du jeu et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Il faut même souvent que je me préserve un peu parce que j'ai tendance à beaucoup donner. Je suis comme ça, j'ai du mal des fois à me retenir parce que pour moi c'est normal et c'est humain. Mais voilà, donc je m'attends à beaucoup d'échanges, beaucoup de festivités, beaucoup de moments agréables. Et il va falloir faire très attention, notamment la dernière semaine, essayer de prendre un petit peu de temps, un peu de recul pour partir, voilà, pas trop fatigué, quoi. Essayer de partir en forme quand même. C'est ça, la rupture est très brutale hein, entre la fin de ce village et le débarquement des derniers équipiers. Et d'un coup, on est seul. Ouais, c'est super compliqué. Les gens, souvent, quand on parle aux gens, les gens me disent « Ah, ça doit être dur d'être tout seul pendant 3 mois et de revenir et d'avoir tous les gens, Non, ça, c'est que du bonheur. C'est pas ça qui est dur, c'est le contraire. C'est toute cette préparation. Alors, on parle des 3 semaines de village, mais c'est 3 semaines champagne, en fait. Hein. Même si on n'en boit pas une goutte, en tout cas, nous, mais c'est vraiment, c'est du... Voilà, c'est festif, on a tous les gens qu'on aime, c'est cette fête, même si nous, on est un petit peu... Enfin, on est focus et petit à petit, on part dans ce tunnel, dans cet entonnoir. Hein. C'est vraiment un rouleau compresseur, cette course. On y va, quoi. Voilà, on est poussé vers ce départ. Le moment où tu embrasses tes proches, où j'embrasse ma femme, où j'embrasse ma fille, ou même mon équipe avec lesquelles on a passé des mois à préparer le bateau, la rupture, elle est terrible. Et je veux pas penser aux 3 mois qui m'attendent parce que c'est abyssal en fait. Dire au revoir aux gens et en disant bon allez, on se revoit dans 3 mois, c'est juste pas possible. C'est humainement, c'est trop dur.
Donc on a un petit rituel avec ma femme, que ce soit, alors évidemment pour le Vendée Globe encore plus, mais même pour les transats, en général, on se dit jamais, bon allez, on se revoit dans 15 jours, ou on se revoit dans 3 mois, là pour le coup, pour le Vendée Globe. On se dit, bon bah, à ce soir, parce qu'on s'appelle, quoi. On s'appelle, on s'écrit un petit mot, ou voilà. Et je trouve que même psychologiquement, se dire, bon allez, à ce soir, eh ben, ça change tout, quoi. C'est quand même très différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication que l'on a, c'est quand même plus facile. On a la possibilité effectivement d'appeler ou de s'écrire un petit message. Et voilà, notre le petit mot pour se faciliter, pour être bien mentalement, c'est allez, on se dit à ce soir. Et ça change tout. Et qu'est-ce que ça serait un Vendée Globe réussi pour toi cette année? Un Vendée Globe réussi, c'est évidemment, et ça commence par là, c'est un Vendée Globe terminé. Ça, c'est la première chose. Et si en plus, la cerise sur le gâteau, je pouvais faire un beau résultat parmi mes petits copains à dérive, allez, rêvons, et on a le droit de rêver après tout, un podium des bateaux à dérive. Sans trop d'ennuis, ça voudrait dire aussi qu'on n'a pas eu trop d'ennuis en mer, se faire plaisir. Une belle bagarre avec les copains et finir voilà, à couteau tiré sur le podium des bateaux à dérive, ce serait juste extraordinaire. Et j'espère pouvoir donner ça à tous les gens qui me font confiance, mes partenaires, mes proches. Et évidemment, moi aussi, ce serait une belle réussite. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous.